Alors, bonjour. Alors, on va continuer, bien sûr, sur la dernière partie, bien sûr, sur le physique de SVT. Donc, cette dernière partie, c'est consacré sur le champ créé par les courants. Hein, d'accord? C'est-à-dire, il y a des conducteurs, ils sont traversés par des courants, ils vont créer des champs. Alors, la première chose, donc, on va constater que tout courant électrique produit bien sûr un champ magnétique. Ça, c'est automatique toujours. Si vous avez un courant électrique qui circule, il va créer un champ magnétique. Également, tout courant électrique déplacé bien sûr d'un champ magnétique subit bien sûr une force. Donc également, il y a apparition d'une force qui va apparaître. Et on peut dire la même chose, toute modification bien sûr du champ magnétique, elle va introduire bien sûr une force électromotrice et également du courant externe. Alors, on va commencer par définir ce que ça veut dire un flux magnétique. C'est-à-dire, tout simplement, vous savez bien que c'est un flux. Alors, tout simplement, si vous avez un conducteur, il y a des électrons qui se déplacent, c'est comme un flux. Alors, donc, c'est un flux. Alors, si je considère tout simplement, je considère un petit élément de surface, je note ds, d'accord? Bien sûr, de ce flux-là qui se déplace. Alors, j'oriente bien sûr la surface perpendiculaire avec N. Et bien sûr, il y a apparition d'un champ magnétique. Comme j'ai dit, bien sûr, il y a qui, bien sûr, qui apparaît dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que je constate? Que le flux, donc cette surface élémentaire, elle va tout simplement créer un flux élémentaire. Donc, ce flux élémentaire, il est proportionnel à la surface élémentaire. Donc, pour faire l'égalité, tout simplement, il faut multiplier par le champ magnétique. Donc, voilà. Donc également, je peux remplacer cette d de s avec le vecteur. C'est tout simplement c'est d de s suivant le vecteur et qui est orienté. Notons bien que l'unité de ce flux-là, c'est en web, bien sûr, et le champ magnétique, c'est le Tesla, l'unité, bien sûr, et bien sûr, S, c'est en mètre carré. Alors, d'une manière générale, pour calculer, bien sûr, le flux, s'il s'agit, bien sûr, soit de faire la somme ou l'intégrale, donc ça dépend de la situation. Alors, d'une manière générale, qu'on peut le calculer, donc sans problème. Alors, maintenant, on va parler du champ créé, bien sûr, par les courants. La première chose, donc, on va voir les différents champs qui vont. Alors, on va commencer par tout simplement les formules qu'on va utiliser par la suite. Ils sont supposés dans le vide. Hein. Alors, on va commencer par la loi de Biot et Savart. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement, donc c'est quoi? C'est-à-dire un champ créé par un élément de courant DL. C'est-à-dire, voilà. Alors, si vous avez, par exemple, un courant, autrement dit, hein, tout simplement, voilà, le courant qui se déplace dans ce sens, par exemple, d'accord? Alors, une fois, si vous avez le courant qui se déplace, donc voilà le conducteur, par exemple, il est comme ça, alors elle va, pardon, elle va se déplacer comme ça. Ah, donc voilà ce conducteur-là. Alors, tout simplement. Alors, je considère tout simplement un élément de surface DL. Donc, voilà, ça c'est DL. Alors, donc, ils vont bien sûr toujours, il y a un courant, c'est normal. Donc, il y a un courant dans ce conducteur. Donc, il y a un courant qui se traverse ce conducteur-là comme ça. D'accord? Et si je considère un élément. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, automatiquement, si je prends un point sur ce conducteur-là, donc, ils vont créer dans l'espace donné un point ici, par exemple, on montre par P, hein, de distance R, hein, ils vont créer un champ élémentaire. Donc, autrement dit qu'un petit déplacement élémentaire, ils vont créer un champ élémentaire. D'accord? Donc, d'une manière générale, si vous avez un courant qui se déplace, alors ils vont créer bien sûr un champ magnétique comme ça. Donc, voilà la formule qui est donnée bien sûr par Biot et Savart, tout simplement là. C'est-à-dire que tout simplement le champ élémentaire, le champ magnétique élémentaire, c'est tout simplement μ0. C'est quoi μ0? Tout simplement, c'est la perméabilité, ce qu'on appelle la perméabilité magnétique. C'est à peu près 4 fois P 10 à la puissance moins 7, Tesla mètre par ampère. On va expliquer ça. Donc, μ0 multiplié par I, ça c'est le courant en ampère, divisé par 4 pi R au carré. R au carré, c'est la distance. Fois quoi? Il faut faire attention ici. C'est tout simplement c'est le déplacement élémentaire D de R. C'est le produit vectoriel, bien sûr, avec le mi. Ça, c'est le vecteur unitaire qui va tout simplement indiquer l'orientation jusqu'à ce point-là, hein, c'est-à-dire la position qu'on peut noter. Ça, et ça, ce qu'on appelle tout simplement, ça, c'est le vecteur unitaire de l'axe MB dirigé de l'élément, bien sûr, de courant vers le point d'analyse. Donc, voilà la formule qui est très intéressante.
qu'on peut l'expliquer comme ça, très intéressante. La même chose si je considère par exemple un champ créé par un circuit C, c'est-à-dire non pas tout simplement un élément, mais c'est un circuit. Alors pour calculer le champ, toujours soit je fais l'intégrale, soit je fais la somme. Comme ça encore, ça c'est très intéressant pour nous. Alors maintenant, on va voir la situation où vous avez le champ créé bien sûr par des courants particuliers. Maintenant, on va prendre des cas particuliers. Alors prenons le cas d'un fil rectiligne infini. Donc ici, attention, je précise. Donc ici, je précise, c'est-à-dire infini. Alors quand je dis tout simplement parce que je prends deux situations, ça, le cas infini. C'est-à-dire quoi? Donc voilà ce conducteur-là, d'accord? Ou bien sûr, je peux faire des choses comme ça, c'est-à-dire il est très grand, hein, il est infini, il est encore très grand, d'accord? Alors il est traversé par un courant, et d'accord? Alors lorsqu'il y a un courant qui vont bien sûr traverser, ils vont créer un champ à certains points P, à certains points de l'espace, pour certaines distances D, ils vont créer un champ magnétique. Alors, tout simplement, ce champ magnétique, c'est quoi? B, c'est mu0, toujours, c'est la perméabilité magnétique, multiplié par le courant, c'est-à-dire l'intensité I, divisé par 2pi D, sur la distance qui sépare. Donc, voilà la formule qu'on peut noter d'une manière très intéressante, toujours. Donc, ça, c'est le champ créé, bien sûr, par le courant. Et bien sûr, D sur la distance aspect avec I c'est l'intensité de courant. Notons bien que, comme j'ai dit, le champ, l'unité, c'est le Tesla. Et bien sûr, I c'est en ampères, et etc. Donc, on peut calculer comme ça facilement. Alors maintenant, prenons le cas d'un fil qui finit. Infini, c'est-à-dire, donc voilà, il est fini. Ce n'est pas infini, donc il est fini, c'est-à-dire, il est certaines distances qui est fixe. Donc, également, il est traversé par certains courants. I, alors voilà, il est également traversé par certains courants I. Alors, ils vont créer, bien sûr, dans un point de l'espace, un champ, également un champ magnétique. Alors maintenant, tout simplement, ce que vous avez, comme il est fini, alors tout simplement, ça, il va paramétriser avec ces angles-là. Alors tout simplement, comme il est fini, c'est-à-dire entre ça, il exerce un angle. C'est-à-dire, si je m'éloigne, alors également, cet angle-là va se changer. Également, c'est-à-dire, je peux déterminer la position du champ où il se trouve, hein, par rapport à ces angles-là. Et je peux calculer bien sûr la formule. Donc voilà la formule maintenant qui se change, c'est-à-dire par rapport à ça. Donc toujours c'est mu0 fois I divisé, mais cette fois-ci non pas pi, mais 4pi fois D fois la distance D. D'accord? C'est 4pi multiplié par quoi? Il faut faire attention, c'est-à-dire le sinus de θ2 moins le sinus de θ1. D'accord? Donc c'est tout simplement cette fois-ci, c'est-à-dire si je varie θ, également le champ magnétique va varier. C'est-à-dire si je mets ici le point P, c'est pas comme ici, c'est pas comme ici, c'est pas comme ici. Donc pour cette raison, lorsqu'il est fini, on doit tenir compte parce que cette quantité-là, c'est très intéressant qu'on peut, donc on peut montrer même cette relation-là encore, ça c'est bien. Alors prenons le cas maintenant d'une spire circulaire de rayon R. Là, je précise, une spire de rayon R. Donc voilà, ça c'est le spire. Hein, il est traversé par un courant I. Donc voilà, donc un courant I qui circule comme ça. Alors il va créer un champ dans un point donné. Maintenant, je prends le cas, par exemple, le centre O, ici. Alors, lorsque vous avez un courant qui se déplace comme ça, donc il va créer ici un champ. Voilà. Donc voilà, ce champ-là, il est comme ça, suivant cet axe-là. Comme on a déjà expliqué toujours, il est perpendiculaire, en quelque sorte, d'après la loi de Biot-Savart, il est perpendiculaire. On peut noter là. Donc voilà la relation qu'on obtient maintenant. Donc le champ P0 qui va s'être créé au centre, c'est toujours mu0, c'est la perméabilité magnétique fois le courant divisé 2 fois R. Attention, cette fois-ci, non pas tout simplement 2P, mais cette fois-ci, tout simplement 2 fois R. Tout simplement R, c'est le rayon de cette spire-là. C'est-à-dire, vous avez constaté, si je l'éloigne, si R est très grand, alors toujours P0, il devient très petit, hein, de telle manière qu'il peut tendre vers 0, c'est R, un champ est très éloigné. C'est-à-dire qu'on peut dire que ça, le champ magnétique créé par cette spire-là, donc au centre externe. On veut également remarquer si je prends un point sur l'axe, sur l'axe, c'est-à-dire au lieu ici le centre, on va choisir ici un point ici l'axe. Donc la même chose, tout simplement, ce qu'on constate, cette spire-là, hein, est traversée par un courant qui va créer un champ ici. Voilà.
Donc, toujours le champ, il se dirige dans ce sens-là. Et je peux également faire la même formule, on peut le calculer comme ça, mes euros, c'est la perméabilité magnétique fois le courant divisé par 2, mais cette fois-ci avec cet angle-là qui s'ajoute. Alors, pour paramétriser son normal, toujours par rapport à les créations de champs ici, par exemple, si je change ici, également, alpha va se changer, la même chose ici, la même chose ici également. Donc, la position, elle dépend de alpha. Donc, voilà la formule, c'est sinus de alpha à la puissance 3. Donc, il faut faire attention, c'est à la puissance 3. Donc, voilà la formule qu'on s'intéresse comme ça pour essayer d'expliquer, bien sûr, notre situation ici, parce que ça, c'est très intéressant qu'on peut parler de la façon comment on peut créer, bien sûr, des champs. Alors, maintenant, on va parler sur les forces ici, hein, de la place. C'est-à-dire, comme il y a toujours un champ magnétique, donc également, hein, automatiquement, s'il y a du champ magnétique, donc automatiquement, bien sûr, il y a apparition des forces, hein, qu'on va maintenant essayer de l'expliquer ici, c'est-à-dire comment ces forces-là, elles vont être apparues. Alors, la première chose, il faut qu'on constate si, encore, si vous avez toujours, ça c'est un conducteur, qui va traverser toujours, il y a un courant I qui circule. Donc, je considère également, si vous avez un élément, hein, si je considère encore un élément de surface ici, hein, donc pour être un peu plus précise, pour essayer d'expliquer un peu, voilà. Alors, encore, si je considère toujours un élément de surface ici, hein, voilà, si je considère ici un élément de surface, hein, alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien sûr, elle va, comme j'ai dit déjà, qui va traverser par un courant I, elle va créer, bien sûr, un champ magnétique. Et également, elle va créer une force, hein, hein, qui, bien sûr, qui est élémentaire, qui dépend, bien sûr, de ça. Et la relation, elle est donnée de cette façon, ça, c'est ce qu'on appelle la relation, la force de la place. C'est tout simplement le courant avec le déplacement dl, produit vectoriel avec le champ magnétique qui vont donner une force. Notons bien sûr, tout simplement, c'est la force qui est perpendiculaire. Donc, ça, c'est une force subie, bien sûr, par l'élément de courant de longueur dl et d'intensité E qui est placé, bien sûr, dans un champ magnétique. On peut parler ça. Très intéressant. Donc, pour cette raison, donc, on peut également déduire qu'en module, si je prends le module de cette force-là, c'est tout simplement ça. Avec, vous rappelez bien que le produit vectoriel de deux quantités-là, c'est tout simplement le sinus. Donc, c'est-à-dire c'est dl fois le champ B multiplié par le sinus de θ. Sinus de θ, tout simplement, c'est l'angle entre dl et le champ B. Donc, toujours l'unité de la force, c'est en newton, ça c'est en ampère, etc. Et le champ magnétique, c'est en Tesla. Alors maintenant, pour la force de Lorentz, pour encore très précise. Alors, tout simplement, ce que vous avez constaté toujours, si vous avez toujours donc ce déplacement, ce courant qui se déplace, donc il y a le champ magnétique, il y a encore, c'est la force, mais cette fois-ci, donc le courant, comme j'ai dit, il se déplace dans ce sens-là. Hein, donc il se déplace, là, il faut être précise. Donc il y a, c'est-à-dire le courant, il se déplace dans ce sens. C'est-à-dire que, voilà, donc on a cette relation. C'est-à-dire cette relation, ce n'est que ça. C'est-à-dire quoi? Si je multiplie ici par, je divise par d de t et je multiplie par d de t, d de L sur dtt, c'est quoi? Ce n'est que la vitesse. Et DI, l'intensité fois dt, c'est-à-dire tout simplement, c'est la charge qu'on a déjà donné la définition. C'est-à-dire cette relation-là, ce n'est que ça. On peut parler de ça. C'est-à-dire si vous avez une force subie, bien sûr, par la charge Q de vitesse V, placée bien sûr dans un champ magnétique. Donc, c'est cette relation-là qu'on peut parler là. La même chose, si je prends le module de cette quantité-là, tout simplement la charge, comme ici, 100 d'électrons, on peut, ça c'est un électron, ça c'est la vitesse toujours, mais ça c'est le champ B, on prend petit b ou la grande B, donc c'est la même chose, ça si je prends le module, mais toujours, pourquoi je prends, mais le sinus entre le V et B, parce que normalement c'est le sinus, mais comme le sinus entre l'angle P est égal à P sur 2, parce qu'il est perpendiculaire, donc ici il est perpendiculaire P sur 2, ça il me donne 1, le sinus P est égal, donc on obtient uniquement cette relation-là qui est très intéressante. Alors, on résume. Alors, comme si vous avez ça, c'est la force qu'on appelle la force de la place. Alors, si par exemple vous avez le champ, hein, la charge, pardon, subit l'action d'un champ magnétique et un champ électrique. C'est ce qui est très intéressant. Il vous rappelez bien que la force électrique qu'on a déjà établie,
C'est quoi la force électrique? Si vous avez un charge qui, bien sûr, qui agit, donc tout simplement, la charge multipliée par le champ électrique. Alors maintenant, tout simplement, pour faire la force de Lorentz, c'est la somme, tout simplement, de la force de la place plus la force électrique, et on obtient ça. J'ai mis bien sûr en facteur, donc entre ces deux relations-là, et j'obtiens cette relation-là qui est très intéressante. Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on appelle la force de la place, ou ici, vous avez constaté, ça, c'est le champ électrique, et ça, c'est le champ magnétique. Toujours, si vous avez toujours une charge, et ça, bien sûr, souvent, ce qu'on appelle la force électromagnétique, parce que le champ électrique et le champ magnétique, on peut parler de ça d'une manière générale. On peut également parler d'une énergie potentielle électromagnétique. Tout simplement, l'énergie potentielle électromagnétique, ça c'est d'une manière générale. C'est quoi? Alors, cette énergie-là, c'est tout simplement si vous avez. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement c'est l'énergie à emmagasiner, si vous voulez dire, dans un circuit, par un circuit, qui existe dans un circuit d'une manière générale. Alors, si vous avez un courant électrique qui traverse un circuit, et bien sûr, si vous avez toujours, comme j'ai dit, vous avez un flux de courant qui se déplace, etc., alors la variation, tout simplement, on peut dire que la variation de ce flux-là, par unité de temps, il conduit à cette relation-là. C'est-à-dire que tout simplement, l'énergie emmagasinée dans un circuit, ce qu'on appelle l'énergie potentielle, égale à quoi? Est égale à moins l'intensité I fois delta I, c'est-à-dire la variation du flux par rapport à dt, et parce que vous avez un signe moins, parce que tout simplement quelque chose qui est l'énergie qui est emmagasinée dans un système, notons très bien. Et on peut également parler du travail des forces électromagnétiques. Vous avez bien, on a déjà défini la partie sur la mécanique du point, que tout simplement la variation de l'énergie potentielle est égale à moins la variation moins du travail. Vous vous rappelez bien qu'on a déjà montré ça, on a déjà expliqué ça d'une manière. Donc voilà, la force électromagnétique, le travail des forces électromagnétiques est égal à moins la variation de l'énergie potentielle, et on peut le remplacer, on obtient cette expression-là. Donc encore, ça c'est encore très intéressant qu'on peut parler de ça d'une manière générale, qu'on peut expliquer ça. Également, on peut parler des forces électromagnétiques, donc c'est ça qu'on peut subir donc ça d'une manière générale. Alors, comme c'est intéressant, ici, donc, on peut donner quelques applications du champ magnétique, parce que ça, c'est intéressant surtout pour vous, c'est-à-dire pour voir l'application du champ, à quoi sert d'une manière générale, comment on peut, l'utilité, à quoi sert. Alors, la première chose, c'est-à-dire d'une manière générale, si j'applique un champ magnétique, si j'applique bien sûr d'une manière générale un champ magnétique, alors qu'est-ce que se passe? Alors, si vous avez d'une manière générale donc un vaisseau qui se déplace, si vous avez un vaisseau qui se déplace, d'électrons bien sûr, et j'applique un champ magnétique, alors qu'est-ce que ça arrive? Donc ces électrons, ces vaisseaux-là, ils se dévient, ils se changent la direction. Donc pour cette raison, on peut dire que la trajectoire, c'est un cercle de rayons en fonction bien sûr du champ magnétique. Donc tant que, et également cette déviation-là, ce qui est très intéressant, cette déviation-là, elle varie suivant le champ. Si j'augmente le champ, donc cette déviation-là, elle varie très intéressante. Et ça, on peut le constater comme application dans le cas où les postes de télévision, d'accord, il y a ce qu'on appelle du type cathodique, et bien sûr, ce type cathodique, donc, il lance bien sûr les électrons en fonction également du champ, et vous avez le champ, donc, il va faire cette déviation des électrons qui vont donner l'image, etc. Et la même chose, on va parler de spectre de masse. Alors, donc, voilà ce spectre de masse, on va donner l'application. Également, ça, on constate, on va, dans cet appareillage de, de spectrographe de masse, il va produire, bien sûr, des ions. La première chose, on va produire, c'est-à-dire, vous avez un matériau quelconque, elle va produire des ions, et après, on va les accélérer, on applique un champ magnétique. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que lorsqu'on constate il apparaît, donc ça, c'est un écran où on constate, ici, c'est la déviation, bien sûr, des différents ions, mais selon les masses. Selon les masses. Autrement dit, par exemple, s'il y a des ions, une masse faible, donc, par exemple, je dis n'importe quoi, il se trouve ici. Si, bien sûr, lourd, il se trouve ici, ainsi de suite. C'est-à-dire, cette spectrogramme de masse, qu'est-ce qu'il nous fait?
tout simplement, il nous permet de mesurer la masse d'une particule chargée, bien sûr, bien sûr, en tenant compte, bien sûr, de la variation du champ magnétique, etc. Donc, ça, ce qui est très intéressant, qu'on peut varier, c'est-à-dire, parce que déjà, cette spectrographe de masse, il va tenir compte de la déflexion sur les charges, hein, c'est-à-dire la déflexion du charge qui vont produire ici. Et ça encore, parfois, si on a des matériaux parfois, et on ne connaît pas toutes les constitutions de ce matériau-là. Donc, on va appliquer cette spectrographe de masse et on peut spécifier, c'est-à-dire distinguer toutes les ions qui existent dans ce matériau-là, hein, parce que ça, c'est très intéressant pour vous et ça encore, parce que c'est très intéressant pour essayer de comprendre ça.